Ce n'est qu'une quinzaine de personnes, dit Élise en faisant tourner le vin dans son verre, comme si la conversation l'ennuyait déjà. Elle ne m'a même pas jeté un regard, continuant de feuilleter la brochure du traiteur qu'elle avait apportée, s'arrêtant de temps en temps pour surligner quelque chose. Et bien sûr, c'est toi qui reçois. Les mots sont tombés, comme des miettes sur un sol propre. Attendu, irréfléchi, familier. Je n'ai pas répondu. Pas quand elle a fait glisser le menu vers moi avec les prises entourées et des plats rayés au stylo rouge. Pas quand elle a marmonné quelque chose sur l'allergie de sa mère aux noix, comme si c'était aussi ma responsabilité de gérer ça. Et même pas quand elle s'est penchée en arrière avec un soupir étudié et a ajouté « Les enfants de mon frère détestent les hôtels, alors on aura besoin des chambres d'amis. » J'ai pris une longue gorgée d'eau, fraîche, silencieuse, mesurée, et j'ai reposé le verre sur son sous-verre. Puis j'ai souri. Parfait. Je pars en voyage. Vous vous débrouillerez. Élise se figea, ses doigts toujours enroulés autour du pied de son verre, la bouche entr'ouverte, comme si j'avais mal prononcé un mot dans une langue qu'elle pensait que je maîtrisais. Pardon ? Quoi ? Dit-elle enfin, sa voix plus basse maintenant. Pas faible, juste incertaine. Elle n'avait pas l'habitude qu'on ne soit pas d'accord avec elle. Je serai partie du 22 décembre jusqu'au jour de l'an, dis-je d'un ton égal. Alors toi et tes 15 invités, vous pourrez faire ce que vous voulez. Le silence qui suivit fut dense, ni colérique, ni blessé, juste stupéfait, comme si quelqu'un venait de faire tomber un plateau dans une pièce calme. Je me suis levée, j'ai doucement repoussé ma chaise et j'ai commencé à débarrasser les assiettes à dessert. Elle n'a pas proposé d'aider. Elle ne le faisait jamais. Mais cette fois, elle n'a même pas parlé. Derrière moi, je la sentais me regarder, essayant de comprendre, attendant la chute de la blague, les excuses, l'adoucissement qui venait toujours. Mais je ne me suis pas retournée. J'ai rincé la vaisselle et me suis séché les mains sur le torchon que je gardais pour la décoration. La différence n'était pas seulement dans ce que j'avais dit. C'était dans le fait que je le pensais. Et pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas coupable. Pas même un peu. J'adorais Noël, avant. À l'époque où Élise appelait 2 semaines à l'avance, la voix douce, presque timide. Maman Agnès, ça ne te dérangerait pas si on apportait le dessert, et peut-être qu'on resterait une nuit ou deux. À cette époque, Nicolas proposait encore d'aider à décharger la voiture, même s'il râlait en le faisant. Il m'embrassait sur la joue et disait « Ça sent Noël ici, maman », avant de disparaître dans le salon pour s'occuper du feu de cheminée ou jouer avec les enfants. Ces fêtes n'étaient pas parfaites, mais elles semblaient méritées, partagées. Puis, lentement, quelque chose a changé. Les invitations se sont transformées en exigences. Le « ça ne te dérangerait pas si » est devenu « il faudra que tu ». L'aide a cessé d'arriver, mais le nombre d'invités a doublé. Les compliments restaient publics et le travail restait le mien. L'année dernière, j'ai fait rôtir 2 viandes, préparé 6 accompagnements, fait 3 desserts parce qu'Élise ne voulait pas stresser en cuisine tout en gérant les commandes de sa pâtisserie en ligne. J'ai gardé les enfants pendant qu'ils faisaient leurs achats de dernière minute. J'ai nettoyé pendant qu'ils buvaient du vin chaud. Et après, ils ont posté une photo magnifique, tous souriants en pyjama assortis, avec la légende « Moment en famille chez maman ». Pas une seule mention de la femme derrière l'appareil photo, derrière les fourneaux, derrière tous ces efforts. Je n'ai rien dit, j'ai juste souri quand ils m'ont embrassé pour me dire au revoir, hochant la tête comme la bonne mère que j'étais censée être. Cette année, le message sur le groupe WhatsApp est arrivé mi-novembre. 15 personnes pour Noël. Merci d'avance, Agnès. Tu es la meilleure. Pas de point d'interrogation. Pas de pause pour me demander si j'allais bien, si j'étais fatiguée ou si j'en avais envie. Ils ont supposé que je recevrais parce que je l'avais toujours fait. Et quand quelqu'un fait le travail assez discrètement, assez longtemps, les gens cessent de le voir comme un effort. Ils appellent juste ça une tradition. Je n'ai pas répondu. J'ai juste fermé le message, mis la conversation en sourdine et ouvert un nouvel onglet sur mon navigateur. Vol, gîte, location de voiture. Je n'avais pas encore de destination, mais ma décision était prise. Et une fois que j'ai commencé à faire le compte de tout ce que j'avais fait pour eux au fil des ans, je n'ai pas pu m'arrêter.
Ils oublient que je sais compter, moi aussi. Peut-être pas avec des tableurs ou des applications de budget sophistiquées comme Élise, mais de mémoire. Une mémoire silencieuse et précise. 4 800 €. C'est ce que je leur ai prêté quand leur chaudière est tombée en panne au printemps dernier. Pas de contrat, pas d'intérêt, pas de date limite. Juste un chèque manuscrit et un doux « prends ton temps ». 1200 €. L'argent que j'ai glissé dans la poche du manteau de Nicolas la semaine où Élise a lancé sa boutique, juste pour aider avec la farine et le loyer. Je ne l'ai jamais revu et je ne l'ai jamais réclamé. Et puis il y a le babysitting. Des dizaines d'heures, facilement. Garder 2 jeunes enfants épuisés et en pleine poussée dentaire pendant qu'ils se ressourçaient lors de dégustations de vin et dans des gîtes d'amis. Je les ai nourris, baignés, bercés, je leur ai chanté des chansons pendant qu'ils postaient des boomerangs de coucher de soleil avec la légende « Week-end pour soi ». Ils ne se souviennent de rien de tout ça parce que je ne les ai jamais forcés à s'en souvenir. Je n'ai jamais dit « vous me devez quelque chose ». Et c'est là que j'ai eu tort. Parce que la semaine dernière, en discutant des plans pour le menu de Noël de cette année, Élise a levé les yeux de son téléphone et a dit « Ne te démène pas trop pour la nourriture cette année. Notre budget est serré. » Notre budget. Comme si je faisais partie de cette équation. Comme si je n'avais pas payé la dinde, le chapon, les bûches chaque année. Cette phrase ne m'a pas blessée. Elle a clarifié les choses. Ils veulent ma maison, ma table, mon travail, ma chaleur, mais pas moi. Pas ma présence, pas mon confort, pas même mon opinion. Juste ce que je peux fournir, discrètement et sans remerciement. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Ce n'était pas dramatique. Pas de cris, juste moi devant mon ordinateur portable avec une tasse de café et une barre de recherche vide. Gîte tranquille en hiver, Auvergne. Quelques clics, une réservation. Du 22 décembre au 1er janvier. Pas d'invité, pas de liste, juste 10 jours d'un air qui n'est pas rempli d'attente. J'ai fermé l'ordinateur, fini mon café et plié le reçu dans un tiroir. C'était la première chose que j'achetais pour moi-même depuis des années qui ne nécessitait aucune justification. Et je savais déjà que ce ne serait pas la dernière. Je ne suis pas partie en secret. J'ai juste évité de faire un discours. J'ai imprimé leur message de groupe, celui rempli de certitude, niché entre les émojis et les points d'exclamation. 15 personnes pour Noël. Merci d'avance, Agnès. Tu es la meilleure. Je l'ai plié en 2 et l'ai glissé dans une simple carte blanche. Sans fioritures, sans paillettes, juste de la place pour la vérité. Au dos, d'une écriture stable, j'ai écrit « Cette maison sera inoccupée du 22 décembre au 1er janvier. Je vous souhaite de la chaleur, un bon repas et de joyeux souvenirs où que vous choisissiez de vous réunir. Agnès. » Pas de sarcasme, pas de culpabilité, juste des faits. Je l'ai scotché sur le côté de la boîte aux lettres, au bord de l'allée, face à la rue. Juste assez haut pour qu'Élise ne puisse pas prétendre l'avoir manqué. Juste assez bas pour que Nicolas doive se pencher légèrement, se courber un peu pour la lire. J'ai fermé toutes les portes à clé, débranché la machine à café, réglé le thermostat sur le mode absence. Puis j'ai traversé la maison une dernière fois, non par nostalgie, mais par lucidité. Pas de guirlande sur la rampe cette année. Pas de bougies parfumées au pain, pas de chaises pliantes sorties de la cave, pas de planification de menu, pas de linge de maison supplémentaire préparé. La table de la salle à manger était nue, le four froid. J'ai glissé ma valise dans le coffre et, avec un dernier regard vers la maison qui avait accueilli des dizaines de personnes, dont beaucoup n'avaient jamais pensé à dire merci, je suis montée dans la voiture. La lumière du Porsche est restée éteinte. Qu'il tâtonne pour trouver le code du portail. Qu'il reste dehors à se demander pourquoi les lumières ne s'allumaient pas. J'ai tourné le bouton de la radio sur une station qui passait de la soul classique, j'ai entrouvert la fenêtre et j'ai traversé les premiers virages de mon quartier tranquille, dépassant les pelouses avec des Pères Noël gonflables et des rennes clignotants, en direction de la route ouverte et d'un air qui ne sentait pas l'obligation. Ils pourraient dire ce qu'ils voudraient plus tard, inventer l'histoire dont ils avaient besoin, mais je connaissais la vérité, et elle était imprimée, scotchée et les attendait sur la boîte aux lettres. Ils n'ont pas cru que je le pensais. Pas vraiment.
Pas jusqu'à ce qu'ils arrivent dans leur SUV surchargé, les enfants à moitié endormis, le coffre plein de plats achetés en magasin et de sacs pour la nuit. Pas jusqu'à ce qu'ils voient la lumière du porche éteinte. Les fenêtres sombres, le portail fermé à clé. C'est là que les messages ont commencé. Le nom de Nicolas s'est allumé sur mon écran en premier. Maman, où es-tu? Ça va? Je l'imaginais debout là, fronçant les sourcils devant son téléphone, déjà irrité par le trajet, essayant d'empêcher les enfants de se battre sur la banquette arrière, tandis qu'Élise se tenait à côté de lui, les bras croisés. Puis ces messages sont arrivés. Le portail est fermé. On est là avec la nourriture et les enfants. Qu'est-ce qui se passe? Tu as oublié qu'on venait? Regarde ton téléphone. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à expliquer. Puis le ton a changé, plus vite. Plus sec. Ce n'est pas drôle. Tu nous mets dans l'embarras. C'est égoïste. Égoïste. Encore ce mot. Après 3 décennies à dire oui à tout, oui pour cuisiner, oui pour garder les enfants, oui pour rester tard, nettoyer après le départ de tout le monde, ravaler mes mots pour que la paix puisse s'asseoir à table. Ils appelaient ça de l'égoïsme. J'ai pris le téléphone, j'ai lu la conversation une fois, puis je l'ai posé, écran vers le bas, dans le tiroir de la table de chevet. Dehors, les sapins s'étiraient vers un ciel qui commençait à s'embraser d'orange avec le soleil de fin d'après-midi. Quelque part à proximité, un oiseau sifflait. Quelque chose de petit bruissait dans les feuilles. Le monde se fichait que j'ai dit non. Il ne me traitait pas d'égoïste. Il n'attendait pas de moi que je le serve. Il me laissait simplement être. Je me suis assise près de la fenêtre, les mains enroulées autour d'une tasse chaude, et j'ai laissé le silence s'installer profondément dans mes os. À la maison, peut-être qu'ils faisaient les 100 pas, peut-être qu'ils appelaient les voisins, peut-être qu'ils réécrivaient déjà l'histoire pour être ceux qui étaient abandonnés, lésés, confus. Mais la carte était toujours scotchée à la boîte aux lettres. Claire, calme, définitive. Ils ne pouvaient pas dire que je ne les avais pas prévenus. Ils ne voulaient simplement pas croire que, finalement, je le pensais vraiment. Je n'ai pas su où ils avaient atterri jusqu'à ce que Léonie appelle. Elle habite de l'autre côté de la rue, le genre de personne qui remarque toujours quand les poubelles ne sont pas sorties ou quand la lumière du porche n'a pas été allumée depuis des jours. Ils sont chez le frère d'Élise, dit-elle. Toute la bande. Ça a dû être un changement de dernière minute. Je pouvais entendre l'amusement dans sa voix, le genre que l'on doit adoucir quand on parle à quelqu'un que l'on pense pouvoir être blessé. Mais je n'étais pas blessée. Même pas vraiment curieuse. Pourtant, j'ai demandé, comment le sais-tu? Un des enfants a laissé sa veste sur ma pelouse, dit-elle. Je suis allée la leur rapporter, eh bien, j'en ai assez vu. Je me l'imaginais facilement. Une cuisine exiguë. Une de ces cuisines en couloir où l'on ne peut pas ouvrir le frigo et le four en même temps. Trop de voix essayant de prendre les commandes. Pas assez de chaises. Une cuisinière inconnue avec une chaleur peu fiable. Léonie a dit qu'Élise avait essayé de faire rôtir la dinde elle-même. Belle à l'extérieur, mais crue à l'intérieur comme un lac en janvier. Ils ont fini par découper autour du centre et appeler ça « rustique ». 3 adultes ont dormi sur un matelas gonflable qui s'est dégonflé en sifflant avant minuit. Quelqu'un a oublié la glace. Un autre a apporté des plats à emporter froids que personne n'a touchés. Ils se sont disputés pour des cuillères de service, mais personne n'a parlé de moi. Pas à voix haute, pas honnêtement. Ils ont dit aux gens que j'étais malade, que j'avais été dépassée, que j'avais besoin de repos, comme si le repos était quelque chose qu'ils m'avaient jamais permis d'avoir auparavant. Ils n'ont pas dit que j'allais bien, n'ont pas dit que j'avais réservé un voyage des mois à l'avance. N'ont pas dit que j'avais laissé une carte bien en vue avec tous les détails. Non, ils ont réécrit l'histoire parce que la vérité que j'avais choisi de ne pas recevoir, de ne pas donner, de ne pas me plier en 4 pour une année de pluie était trop dérangeante, trop perturbatrice pour l'image qu'ils avaient de moi. Alors ils m'ont effacé de l'histoire. Mais même sans mon nom au générique, ils n'ont pas réussi à faire fonctionner la journée. Et Léonie a dit, honnêtement, ça ne ressemblait pas du tout à Noël. L'air de l'Auvergne était sec et calme, comme si le monde s'était arrêté juste assez pour me laisser respirer pour une fois. Le gîte était petit.
2 pièces, une terrasse et un radiateur qui cliquetait toutes les heures, mais c'était suffisant, plus que suffisant. Un fauteuil qui ne grinçait pas. Un lit qui ne portait que mon poids. Une fenêtre qui encadrait le matin comme un tableau. Je me suis contentée de café soluble, d'une tasse du panier de bienvenue et d'un plaid parfumé au pain que j'avais acheté à la station-service en arrivant. Ça sentait la nostalgie et la nouveauté à la fois. Le matin de Noël, je suis allée à l'auberge du village, juste au bord de la route. La serveuse a à peine levé les yeux quand j'ai commandé. Elle a juste fait glisser une assiette en carton sur le comptoir avec un pain au raisin chaud, encore collant et moelleux. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé un faucon planer au gré du vent au-dessus des falaises rouges. Pas en cercle, juste en dérivant. Pas d'enfants qui crient, pas de pile de vaisselle. Pas de questions sur les allergies, les préférences ou les minuteurs de cuisine. Le bruit des chaises qui raclent le sol ne me manquait pas, ni la tension derrière le sourire parfait d'hôtesse d'Élise, ni le moment où Nicolas jetterait un coup d'œil à son téléphone pendant le bénédicité. Rien ne me manquait. Cet après-midi-là, mon téléphone a vibré une fois. Juste une fois. Nicolas. Tu nous as vraiment laissé en plan. Ça ne te ressemble pas, j'ai fixé l'écran pendant un long moment. Il avait raison. Ça ne me ressemblait pas. Pas la mère à laquelle ils étaient habitués. Pas la femme qui restait en retrait pour remplir les assiettes et ravaler sa propre fatigue. Mais peut-être que cette femme avait joué un rôle pendant bien trop longtemps. Je n'ai pas rappelé. Je n'ai pas répondu. J'ai juste retourné le téléphone et laissé le soleil réchauffer mes mains à la place. Cette nuit-là, je me suis assise sur la terrasse, enveloppée dans ce plaid de station-service, les étoiles plus brillantes que je ne les avais vues depuis des années. Je n'avais pas prévu une nouvelle tradition. Je n'avais pas cherché à me venger. J'avais simplement choisi le calme et découvert qu'il m'attendait depuis tout ce temps. 2 semaines plus tard, le téléphone a de nouveau sonné. Nicolas. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Je ne l'évitais pas. Je ne me pressais juste plus. Sa voix était chaleureuse au début. Répétez. Les enfants se sont ennuyés de toi. Tu sais, j'ai failli me laisser toucher par ça. Presque. Mais ensuite il a ajouté légèrement, avec ce demi-rire qu'il utilise quand il est sur le point de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, la prochaine fois, préviens-nous plutôt, qu'on puisse s'organiser en fonction de tes humeurs. Mes humeurs ? Comme si ce que j'avais fait réserver un voyage, prendre du recul, dire non n'était pas un choix, mais une saute d'humeur, un caprice, un manque de contrôle émotionnel. Pas une limite, pas une ligne tracée dans un sable longtemps ignoré, juste quelque chose qu'il devait gérer. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je pouvais l'entendre combler le silence à l'autre bout du fil, le cliquetis de la vaisselle, un enfant qui appelait en arrière-plan. La vie qui continue. Je veux dire, tu aurais pu juste dire que tu avais besoin d'espace. Je l'avais fait, à ma manière. La carte sur la boîte aux lettres, le portail fermé, le silence, qui avait parlé plus fort que n'importe quelle liste de griefs n'aurait pu le faire. Mais ce qu'il voulait, c'était autre chose. Il ne voulait pas comprendre. Il voulait être réconforté. Il voulait que je me sente assez mal pour que ce soit plus facile la prochaine fois. Je suis restée silencieuse. Pas froide, pas en colère, juste silencieuse. Parce que j'avais passé trop d'années à confondre la culpabilité avec l'amour. Trop de fêtes à jouer la comédie de la chaleur pour que les autres n'aient pas à créer la leur. Qu'ils s'ennuient de moi. Qu'ils s'organisent mieux. Qu'ils se demandent pourquoi c'était différent cette année. Je n'avais pas besoin d'expliquer que ce qu'ils appelaient une humeur, c'était en fait moi qui reprenais enfin mon temps. Je suis contente que les enfants aillent bien, dis-je simplement. J'espère qu'ils ont passé un bon Noël. Je pouvais l'entendre essayer de ramener la conversation vers la facilité, mais j'étais déjà ailleurs. Au-delà du scénario, au-delà de la culpabilité. Nous avons raccroché peu après, et j'ai posé le téléphone sur le rebord de la fenêtre où le soleil de fin de journée attrapait le coin de l'écran. Je ne me sentais pas triomphante, juste lucide. Et la lucidité, il s'est avéré, était plus forte que les excuses. En janvier, j'ai vidé le garage. Pas dans la précipitation, pas dans un accès de colère, juste une boîte à la fois.
J'ai ouvert chaque caisse, trié les guirlandes, les boules de Noël ébréchées et les guirlandes lumineuses cassées qui ne fonctionnaient plus depuis des années. J'ai gardé l'ange en bois que Nicolas avait fabriqué en CE1. Tout le reste, parti. Les tables pliantes données. Elles n'étaient jamais sorties que pour leurs fêtes, leurs invités, leur confort. Le linge de maison supplémentaire, emballé et déposé à une association un mardi matin tranquille. Les caisses de décoration de Noël données à une kermesse paroissiale. Je n'ai rien posté à ce sujet, je n'en ai parlé à personne, parce que ce n'était pas pour eux. C'était pour l'espace, pour l'air, pour le bourdonnement silencieux d'un garage qui ne portait plus le poids des attentes. Je n'étais pas en colère, j'en avais juste fini. Fini d'attendre d'être apprécié après coup. Fini de conserver des choses pour des gens qui n'en voyaient la valeur que lorsque je refusais de les utiliser. Fini de plier des serviettes en éventail et de prétendre que cela comptait comme de l'amour. Les semaines ont passé. La vie a continué. Puis un après-midi, en faisant défiler distraitement mon téléphone, je l'ai vue. Une photo sur le profil d'Élise. Elle, seule dans leur cuisine fraîchement repeinte, les bras croisés, sans sourire. La légende disait, cette année m'a appris à ne compter sur personne. J'ai regardé la photo un long moment. Puis j'ai souri. Parce que j'avais appris la même chose. Et pour une fois, je n'ai pas ressenti le besoin de corriger sa version. Qu'elle garde son histoire. Elle n'avait pas remarqué que je ne les avais pas invités pour Pâques, que je ne leur avais pas rappelé les anniversaires, que je n'avais pas donné suite à la vague proposition de Nicolas de passer un de ces jours. Ils étaient trop occupés à s'adapter à leur nouvelle dynamique, à l'absence qu'ils ne s'attendaient pas à voir durer. Mais moi, je n'attendais pas. Je plantais des herbes aromatiques sur le rebord de ma fenêtre, je repeignais la chambre d'amis, je préparais mon café du matin en silence. Pas par dépit, par lucidité. J'avais été si fiable pendant si longtemps qu'ils avaient confondu cela avec une obligation. Maintenant, ils allaient devoir apprendre la différence. Pâques est arrivé et reparti. J'ai préparé une petite tarte pour moi-même, mis la table avec une seule assiette et mangé en silence. Pas le silence de la solitude. Celui qui vient après que le bruit s'est estompé et que vous réalisez à quel point une infime partie de ce bruit vous appartenait. Puis la fête des mères. Pas d'appel, pas de carte, juste une photo sur les réseaux sociaux. Nicolas et Élise souriant sur une côte rocheuse en Bretagne, les cheveux au vent et l'air insouciant. La légende disait, une pause en famille bien méritée. Je ne me suis pas senti oubliée. Je me suis senti libre. Vers la fin de l'été, j'ai rejoint un club de randonnée qui se réunissait tous les samedis matins. De vraies personnes, de vrais rires, pas de conversation de groupe avec une gratitude feinte. On ne parlait pas de gratin ou de plainte. On parlait de dénivelé, de genoux douloureux, de bonnes chaussettes. En septembre, j'ai réservé un autre gîte. Celui-ci plus au nord, près d'un lac. Poêle à bois, pas de Wi-Fi. Je l'ai noté sur mon calendrier en rouge, pour moi. Puis novembre est arrivé. Un matin vif, Nicolas a envoyé un texto. Tu viens bien pour Noël, hein? Pas de salutation, pas de point d'interrogation. Juste la certitude enveloppée dans une douce attente, comme toujours. Je l'ai lu une fois, puis une autre, et j'ai simplement tapé, non, mais j'espère que tout se passera bien. Pas d'explication, pas d'excuse. Il n'y avait rien à expliquer et encore moins à regretter. Je ne suis pas partie pour les punir. Je suis partie parce que j'ai finalement réalisé qu'ils n'avaient jamais vraiment remarqué que je restais. J'étais le repas, l'organisation, la musique de fond et les serviettes propres, mais pas l'invité, pas le cœur. Et une fois que vous voyez cela clairement, vous ne revenez pas en arrière pour faire semblant. Alors, je ne l'ai pas fait. Ce Noël, je serai de nouveau dans un gîte avec mon café, mon plaid, un livre de bibliothèque avec les gribouillis de quelqu'un d'autre dans les marges. Et peut-être qu'ils posteront une autre photo. Peut-être qu'ils diront, ce n'était pas pareil cette année. Mais je ne regarderai pas, parce que quand on arrête de jouer un rôle, on commence à vivre. Et j'ai beaucoup de vie à rattraper.